Un bac artisanal pour permettre la traversée de la rivière Ferré d'Ougoubar. Il s'agit de la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Enfin, 11 avril 1979, fin du règne de Idi Amin Dada. Le président ougandais s'exile en Libye. Comment se déroule l'après Idi Amin Dada dans ce pays? La réponse dans ce journal. Bienvenue, bonsoir à tous. Aujourd'hui, il n'est plus question pour les habitants de Konan, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, de parcourir des kilomètres à pied pour rejoindre Béra, localité située en Guinée voisine. Un bac artisanal a en effet été construit par les populations des deux pays pour traverser la rivière Ferré d'Ougoubar. La réalisation de cette infrastructure a un double objectif. D'abord, faciliter leur déplacement et ensuite renforcer leur coopération économique. Les explications de Mamadou Kouassi. Un bac de fortune pour relier deux pays, mais surtout renforcer les liens familiaux entre deux peuples séparés par ce cours d'eau. Frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce moyen de transport artisanal réalisé par les villageois des deux rives du fleuve Ferré d'Ougoubar vient renforcer la coopération économique entre la région du Bafing en Côte d'Ivoire et Béra en Guinée. Il a eu des contributions, ça a été financé par les deux villages principalement et nos frères des autres villages voisins. Chacun a apporté un peu de son grain de sel. C'est une affaire qui allait à plus de 2 millions de francs CFA. La mise à eau de ce bac a mobilisé une foule nombreuse au cours de cette double cérémonie, tenue à la fois en Guinée et en Côte d'Ivoire. Des populations mobilisées pour traduire leur joie de ne plus traverser en pirogue lors des jours de marché ou pour des évacuations sanitaires. Le ministre conseiller du président de la République de la Guinée et le président du conseil régional du Bafing saluent l'ingéniosité des populations. La Sénat Diomandé soutient qu'en plus de l'appui de son institution dans la réalisation du bac, des projets immédiats sont envisagés pour accompagner l'initiative des populations. L'intérêt, c'est que ça démontre encore la soif de ces populations de vivre ensemble. Le renforcement de l'amitié entre les deux pays, mais particulièrement entre les villages riverains. L'action proposée par nos populations sera donc accompagnée par le conseil régional. Ce faisant, dans notre programme triennal de cette année, nous avions prévu la réhabilitation de l'axe Ferré d'Ougoubar en passant par Massédou jusqu'à Ouaninou. Le préfet de Ouaninou a promis en collaboration avec son collègue de la Guinée une meilleure organisation prenant en compte des mesures sécuritaires pour les échanges commerciaux entre les deux pays. La durée de la traversée du bac est de 10 minutes et demande des efforts physiques. Ce bac peut transporter jusqu'à 100 personnes et des véhicules de 5 tonnes. Un tout autre sujet à présent, le talent et le don n'ont pas besoin d'attendre l'âge de la maturité pour s'exprimer. Cet adage s'illustre sous les traits de Jennifer Yaye, jeune ivoirienne de 20 ans et pilote de ligne pour la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Comment donc est née sa passion pour l'aéronautique? Quel est son niveau d'études et parcours scolaire? On en parle avec Franck Quadio. Dominer le ciel aux commandes d'un avion. Ils sont plusieurs à avoir caressé ce rêve. Jennifer, elle, a réussi à le réaliser, bien calée dans sa cabine de pilotage à plusieurs milliers de mètres d'altitude. À seulement 20 ans, cette jeune Ivoirienne est pilote, un diplôme obtenu le 11 novembre 2016 en Afrique du Sud. Sa formation terminée, elle est à Abidjan pour de nouveaux défis. Nous la retrouvons dans le cocon familial. Être pilote de ligne a été un rêve depuis toute petite, un rêve d'enfant. C'est quelque chose qui est né par mon amour des avions, les voyages avec les parents, les vacances, regarder des documentaires à la télé. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on voyageait avec ses frères et sœurs, elle voulait toujours être à la fenêtre dans l'avion. La peur du vertige qu'on n'est pas, dira Jennifer qui depuis l'enfance rêvait de grands espaces aériens. Un rêve qui prend forme après le bac en terre sud-africaine, précisément dans une école d'aviation située dans la ville de Port Alfred. On vous donne un temps optimum de 20 mois pour finir la formation, mais c'est une formation qui dépend de la météo, qui dépend de toi-même, ton progrès, qui dépend des moyens financiers. Donc la formation peut durer même plus de 2 ans. Je ne voulais pas. C'est une réaction normale de maman.
c'est trop risqué, mais en plus, je ne comprenais pas réellement le cursus. Ça ne passait pas de dire on s'en va pour une formation, un coaching. Pendant 2 ans, je la trouvais trop jeune. Mais la mère finira par céder. Le bac à 16 ans à Abidjan, plus 2 années préparatoires universitaires. Sa fille part en 2015 en Afrique du Sud à l'âge de 18 ans. Dans cette école, la jeune fille a bénéficié d'une formation particulière, une sorte de coaching où l'étudiant est soumis à des exercices à plusieurs niveaux de difficulté. Mais Jennifer est obstinée. Elle accumulera donc heures de vol et autres séances pratiques, des centaines d'heures de vol, des moments difficilement vécus par sa mère. Quand ton enfant te dit que maman, je m'en vais seule pendant la nuit, je serai seule dans l'avion pendant 1 heure de temps, enfin, vous imaginez tout. Mais dans sa formation, il y a eu quand même 50 heures de nuit seule. Piloter un avion, un métier à risque, mais la jeune fille dit garder la foi. Il faut avoir foi en Dieu pour qu'il te protège. C'est comme ça que j'ai réfléchi. La foi en Dieu, mais aussi en ses objectifs. Aujourd'hui, apte à exercer comme pilote de ligne, Jennifer, avec 300 heures de vol, vise encore plus haut. Atteindre le cap des 1500 heures de vol, conditionnant le déblocage de sa licence professionnelle de pilote de ligne. Un autre rêve en voie de réalisation. Jennifer vient d'être recrutée par la compagnie aérienne nationale. Fierté et mérite reconnu car récemment reçue par le ministre des Transports lors de la journée de la femme le 8 mars dernier. Jennifer Yaye, jeune pilote comme le Gabonais de 20 ans Kevin Kombila ou encore le Français Henri Rocheteau, breveté à 15 ans, des exemples de réussite comme quoi il suffit de peu pour prendre son envol. D'Abakala, dans le centre du pays, le groupe scolaire de Bonirédougou vient de recevoir 4 nouveaux sanitaires. Ce don de la fondation SIFCA est estimé à environ 6 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres d'améliorer la santé des écoliers. Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Avec ces 2 écoles, créées respectivement en 1972 et en 1985, le groupe scolaire de Bonirédougou dans la région du Hambol compte 12 classes et totalise environ 500 écoliers. Cette école primaire publique rencontre de nombreux problèmes, notamment l'inexistence de clôture, le déficit en table à banc. À Bonieré 2, il y a une 6e classe qui manque. Un autre bâtiment de Bonieré 1, et quand il pleut, c'est l'eau qui rentre partout. Les parents ne cotisent plus, pourtant nous sommes liés à des problèmes. Parce que sans les moyens, sans l'argent, on ne peut pas réaliser ce qu'on a besoin de faire. Face à ces difficultés qui minent le bon fonctionnement de l'EPP de Bonirédougou, la mairie de cette localité et l'ONG Canyon initient des projets en vue d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage dans cet établissement scolaire. Sensible à ces initiatives, la fondation SIFCA a réagi favorablement. Cette fondation souhaite offrir de meilleures conditions d'hygiène aux écoliers. Elle vient donc de doter l'établissement scolaire d'un bloc de 4 latrines, dont 2 pour les petites filles. Coût de la réalisation, 6 millions de francs CFA. Les latrines, c'est très important. Ça nous inculque des règles d'hygiène. L'hygiène que nous sommes obligés de suivre si nous voulons rester en bonne santé. Donc, chers enfants, je voudrais que vous me fassiez une promesse d'utiliser les latrines plutôt que d'aller en brousse. La défécation à l'air libre est cause de nombreuses maladies. Conscients de ce fait, les écoliers et leurs enseignants ont promis à la fondation donatrice de faire bon usage des latrines mises à leur disposition. La Côte d'Ivoire, 6 ans après la crise post-électorale. Le pays se souvient aujourd'hui, mardi 11 avril 2017, des 3248 victimes. L'heure est actuellement à la paix et au pardon. Des manifestations contre le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo, et cela malgré une interdiction gouvernementale. 34 personnes ont été interpellées. La plupart des manifestants voulaient se livrer à des actes de vandalisme.
Une première en France, les personnes malentendantes accèdent désormais au plaisir du concert. Un miracle rendu possible par 2 femmes qui traduisent les chansons en langue des signes. Regardez. Les uns applaudissent en frappant dans leurs mains, les autres en les agitant au-dessus de leur tête. Dans une salle de spectacle alsacienne, spectateurs entendants et sourds se mêlent. Une prouesse rendue possible par 2 femmes qui traduisent les chansons en langue des signes. Devant la scène, Nadine entend parfaitement. Elle profite enfin d'un concert avec son mari malentendant. Il a fallu attendre 50 ans pour partager ça. C'est beaucoup d'émotions. Moi, quand je vois les interprètes, j'ai toute l'émotion du partage. C'est pas juste de la traduction, c'est vraiment des signes chantés. Enfin, voilà, ça va, c'est magnifique. Ce soir-là, Séverine et Rachel, du collectif Demain sur scène, traduisent les chansons d'Yves Jammet. L'enjeu est double. Traduire en priorité, mais aussi, par la gestuelle, le regard, transmettre une émotion. On est là vraiment pour faire passer le plus possible le ressenti du chanteur et ce qu'il veut justement laisser passer comme message. Donc on exagère en plus. Ils ont tous une famille où ils ont pu nicher. Avec sa poésie et ses changements de registre, l'univers de Yves Jammet est un beau défi pour les 2 interprètes. Il y a un travail d'expressivité. C'est au-delà de l'interprétation, juste c'est vraiment de l'adaptation. Ces concerts adaptés sont encore peu répandus en France, mais dans cette même salle, Séverine et Rachel ont déjà doublé Cali, Brigitte et Christophe Mahé. Elles permettent ainsi de repousser les limites du handicap. Enfin, 11 avril 1979, Idi Amin Dada quitte l'Ouganda. Dans la nuit du 10 au 11 avril 1979, l'armée nationale de libération s'empare de la capitale Kampala avec une force constituée d'environ 5000 troupes tanzaniennes et 3000 soldats ougandais. Le président ougandais Idi Amin Dada, arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1971, est ainsi obligé de s'exiler en Libye. Les explications de Franck Quadio. 11 avril 1979, renversement du dictateur ougandais Idi Amin Dada. 1971, le général Amin Dada, né dans l'ancienne province du milieu occidental, prend le pouvoir en Ouganda. L'homme, passé maréchal, aura un règne marqué par de nombreux excès. Exemple, élimination physique d'opposants et autres exécutions organisées. Sous son règne, le pays connaît un déclin politique et économique catastrophique. En octobre 1978, l'Ouganda d'Idi Amin Dada envahit une partie du territoire tanzanien dans la région de la Kagera. Le président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui entretenait déjà de mauvaises relations avec Amin Dada, décide de punir son voisin envahissant. Avec l'aide de nombreux mouvements de résistance à la dictature militaire, Nyerere crée le Front national de libération de l'Ouganda, UNLF et l'UNLA. En avril 1979, l'UNLA investit Kampala. Malgré un ultime appui de la part de la Libye et du Soudan, Idi Amin Dada doit quand même s'exiler en Libye. Aussitôt, des Ougandais en exil annoncent la formation d'un gouvernement provisoire avec à sa tête Youssoufou Loulé. Ce dernier dirige un cabinet de 14 membres. Le 27 mai 1980, Apollo Milton Obote, évincé du pouvoir par Idi Amin Dada en 1971, quitte la Tanzanie et revient au pays. Il redevient président le 15 décembre 1980. Quant à Amin Dada, il passe de la Libye à l'Arabie Saoudite. Il y restera caché. L'homme, qui s'était proclamé président à vie, aura fait entre 100 et 300 000 victimes. En 1989, il tente de revenir en Ouganda, mais l'initiative tourne court. Fuyant son potentiel procès, Amin Dada meurt en exil le 16 août 2003. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.